Dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. On vous entend, monsieur. Oui, Très bien, ça me rassure. Alors, j'attends l'autre groupe parce que, alors, donc je vois que un groupe s'éteint et l'autre groupe, ils sont en train de rentrer. Alors, j'attends un petit peu, mais je vais simplement vous rappeler une chose qui est très importante, c'est que aujourd'hui, je vais aller un peu plus rapide. Jeudi, aujourd'hui, nous allons faire deux séances, deux diapos, que la séance 9 et la séance 10, c'est toujours au niveau de la stratégie et au niveau, si vous voulez, de ce qui est important à connaître au niveau marketing. Jeudi prochain, nous allons compléter le cours et nous entamerons, si vous voulez, des exercices et une étude de cas. Donc, pour vous montrer un petit peu comment on peut analyser, comment normalement on peut répondre à certains exercices, etc. et tout ça. Et je vais juger en fonction de votre intérêt si c'est important de faire des exercices et des réponses la première semaine de février. Je vais vous le dire jeudi, Inch'Allah. D'accord? Sinon, on se dit rendez-vous, si vous voulez, au moment de l'examen. L'examen, il sera comme n'importe quel, je dirais, examen. Ça sera sous forme de QCM en 1 heure. Je le dis, je le répète encore une fois, donc malheureusement, avec cette pandémie, on ne peut pas faire, je dirais, des examens normaux. Et là, ce que je vous demande, c'est tout simplement de réviser vos cours, vos slides, et ceux qui n'aiment pas lire un petit peu les slides, je vais vous envoyer jeudi, Inch'Allah, un résumé de ce que nous avons fait en Word. Donc, ça veut dire en texte. Les mêmes slides, mais en texte. Ce qu'il faut prendre, je dirais, au sérieux au niveau de votre révision. Alors, ce qui est important aussi, c'est que quand on souhaite et quand on a vraiment envie de faire du marketing, alors je lis en 2 secondes vos commentaires. Je vais m'assurer à ce que tous les slides, tous les cours, tous les exercices, vous les aurez. Soit au niveau de la plateforme de l'ENT, soit au niveau de vos emails personnels, soit ils vont vous être encore une fois acheminés par les délégués. Donc, je suis là pour vos questions et je suis là pour normalement répondre à l'ensemble, si vous voulez, de vos interrogations. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Alors, maintenant, ce n'est pas la peine de continuer, si vous voulez, à poser des questions qui sont identiques, mais c'est simplement, je dirais, une précision, donc au niveau de l'examen, au niveau des questions que je vais vous poser, c'est pratiquement quelque chose, je dirais, de basique, de simple. Il suffit simplement de réfléchir, d'avoir ce qu'on a dit, un esprit marketing, et puis d'analyser votre environnement, tout ce qui si vous voulez, qui vous entoure et qui vous intéresse d'une manière, je dirais, beaucoup plus régulière en ce moment. Alors, ce qui est encore important, auquel, si vous voulez, je tiens, c'est que le plus je dirais, simple pour réviser, c'est d'être à 2 ou à 3 et vous lisez vos slides ou vos cours et vous essayez de vous poser des questions.
à vous-même, en même temps à vos camarades, essayez de répondre en cherchant sur Internet. La question que vous allez vous poser, vous la mettez sur Google ou sur, si vous voulez, n'importe quel moteur de recherche et essayez d'avoir une réponse que vous allez transcrire, c'est-à-dire avec votre main, hein, en manuscrit, sur une feuille. Et vous essayez de vous interroger, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette réponse? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on peut l'annuler? Est-ce qu'on peut la rendre beaucoup plus importante? Quelle est la relation avec les autres matières, etc. Et vous m'envoyez, je le dis et je le répète encore une fois, n'importe quelle question qui vous paraîtra intéressante, vous l'envoyez peut-être à votre délégué qui va rassembler toutes les questions et elle va me les envoyer et moi je vais y répondre donc sans aucun problème. Je répète encore une fois pour la dernière question que je viens de lire, hein, donc il n'y a absolument pas d'étude de cas. Est-ce que vous avez une idée sur une étude de cas? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez une idée sur l'étude de cas? Non. Étude de cas, c'est un minimum de 4 heures pour répondre à l'étude de cas. Un minimum 4 heures. Vous avez un examen d'1 heure. Ça ne sera pas une étude de cas. Ça sera peut-être une question qui se rapporte à une entreprise ou quelque chose comme ça, avec 3, 4, 5, un paragraphe, et puis un QCM. C'est tout. Il n'y a pas de... On ne peut pas vous donner un examen, je ne comprends pas, un examen en 1 heure sous forme d'étude de cas. Mais je traiterai la méthode des études de cas jeudi prochain. Je vous envoie des schémas qui sont très importants à appliquer à n'importe quelle étude de cas. Et je vous enverrai plus tard, je le dis, je le répète encore une fois, c'est pour votre formation, ce n'est pas pour l'examen. L'examen, ce n'est qu'une, je dirais moi, un passage. Mais pour votre, si vous voulez, formation, vous êtes censé travailler sur les études de cas parce que vous allez en faire pratiquement tout le temps quand vous allez, en principe, si vous voulez, être dans la vie professionnelle, etc. Alors, pour ne pas, si vous voulez, perdre beaucoup de temps, je crois que vous avez les slides. J'ai mis 9 et 10, mais dans le NT, vous avez les slides, la séance 9 à part et la séance 10, si vous voulez, à part. Donc, moi, je les ai regroupés hein, pour que, normalement, on passe de l'une à l'autre beaucoup plus facilement. Voilà, c'est surtout ça qui me semble intéressant pour le moment. Alors, je prends des captures d'écran parce que c'est important pour moi. Voilà, c'est bon. Alors, ce qui est important, vous prenez des notes, s'il vous plaît, sous forme des mots, etc. Parce que ce sont des choses que vous connaissez. Il suffit simplement de les appliquer pour les comprendre. Mais si vous ne les appliquez pas, vous ne pouvez pas les comprendre. On était dans la stratégie. Je vous rappelle, le marketing, c'est une démarche. Il y a certains mots-clés. Il y a certains concepts à connaître. Il y a le comportement du consommateur. Une fois qu'on a, si vous voulez, nos clients et notre environnement, nous partons en quelque sorte, si vous voulez, dans ce qu'on appelle, et à chaque fois je l'ai rappelé, dans l'analyse, la stratégie et la planification. Voilà, ce sont les 3 éléments qu'on a tout le temps. Vous analysez, vous établissez une stratégie, hein, donc sous forme de planification, tout ce que vous voulez, et vous passez à la mise en œuvre, qui est la 3e étape, qui est normalement, si vous voulez, partir à l'action. Bien, dans la partie analyse, diagnostic, etc. et tout ça, avant de normalement établir votre stratégie, vous êtes censé
analyser, diagnostiquer, observer, collecter les informations. Je vous ai dit qu'il y a 3 méthodes principales que l'on utilise. Vous avez la méthode SWOT, la méthode Pestel et la méthode de Porter, c'est-à-dire l'analyse de la concurrence. Je continuerai dans ce sens-là pour vous donner les éléments essentiels. Et c'est à vous d'accentuer ça. Si je vois certaines personnes qui sont intéressées par les analyses stratégiques, etc., je peux vous envoyer des tas de références, des tas de livres, des tas de cas, etc. Mais tout ça, je le dis et je le répète encore une fois, c'est en dehors de votre examen. C'est en dehors de votre test ou le quiz ou ce qu'on va faire. C'est en dehors de tout ça, c'est pour votre formation. Hein. Donc, je vais peut-être vous envoyer une dizaine de livres donc sur la boîte mail ou bien pour vos délégués qui vont vous transmettre ça. Ce sont des livres gratuits que vous pouvez trouver sur Internet et qui vous permettront d'approfondir, si vous voulez, tout ce qui est marketing approfondi, tout ce que vous avez fait. Bien, et ensuite, vous passez, ceux qui vont être intéressés par le tourisme, ils vont peut-être faire ce qu'on appelle le marketing touristique, ceux qui sont intéressés par le luxe, marketing de luxe, ceux qui sont intéressés par le digital, marketing digital, et ainsi de suite. Donc, et ceux qui sont intéressés par le marketing, chaque fois quand ils voient le mot marketing, ils vont essayer de l'étudier. Bien, alors, toujours, je le répète encore une fois, pardon, alors donc, je reprends voilà, je suis là, très bien. Alors, je reprends, si vous voulez, le marketing stratégique, et on a dit que c'est en 3, l'analyse, la planification, la mise en œuvre. Je vous rappelle toujours à chaque fois que nous avons fait le SWOT. Nous avons fait la dernière fois l'étude de marché. Donc, on était dans le diagnostic externe et nous avons parlé un petit peu des études documentaires, des études quantitatives, des études qualitatives. Et nous avons expliqué que études documentaires, c'est à partir des études, si vous voulez, qui ont été déjà faites, c'est à partir des documents, c'est à partir de la comptabilité, des rapports d'entreprise, tout ce qui est, si vous voulez, rapport ou étude qui a été faite, soit par l'entreprise elle-même, et dans ce cas-là, elle s'appellera des documents primaires ou des informations primaires, soit à partir de l'extérieur, et ça s'appellera des enquêtes, si vous voulez, des documents secondaires. Vous avez aussi les études qualitatives où on cherche la qualité, c'est-à-dire l'analyse de contenu, les entretiens, je dirais l'observation, tout ce que vous voyez, mais vous l'analysez d'une manière qualitative. Donc, c'est probablement, pas probablement, c'est même sûr que c'est à partir du groupe, on a des réunions, on discute, on note et on analyse le contenu. Et vous avez des analyses quantitatives où normalement vous quantifiez les choses. Donc vous avez en principe des questionnaires à faire passer auprès des clients, des fournisseurs, tout ce que vous voulez, et vous analysez les résultats d'une manière quantitative. Voilà. Il y a, oui. Oui, je vous écoute. Monsieur, l'analyse SWOT, il englobe le diagnostic interne et externe. L'analyse SWOT englobe le diagnostic interne et externe. Et quand vous allez étudier l'analyse, si vous voulez, Pestel, c'est beaucoup plus l'environnement externe. Mais parfois, elle prépare SWOT. Bon, je préfère avancer. Je laisserai les questions, si vous voulez, soit à jeudi, quand on aura des exercices des questions-réponses, soit à je dirais, pour ceux qui sont intéressés, à une séance de révision ou à des séances de révision. Moi, ça ne me pose aucun problème. On se mettra d'accord sur le timing. D'accord? Mais là, je préfère avancer. Mais s'il y a des questions pertinentes, donc
soit vous levez la main, soit, enfin, vous levez la main parce que je ne vous vois pas, vous m'envoyez un petit signe et puis après, je vous donne la parole. Bien. Ce qui est important de connaître, c'est qu'il y a, à ce stade-là, si vous voulez, quand on parle de SWOT, c'est les opportunités, les menaces et les faiblesses, si vous voulez, et les contraintes et les forces. Mais quand on parle de PESTEL, c'est beaucoup plus l'analyse macroéconomique, si vous voulez, ou les influences externes à l'entreprise. D'accord? Et quand on parle, si vous voulez, d'analyser avec Pestel, hein, donc Pestel, je vous expliquerai ce que c'est, que vous la connaissez certainement, donc vous l'avez fait en économie industrielle, etc. et tout ça, même en micro et en macro, c'est tout simplement quand vous avez un produit, et ce produit, vous allez le mettre sur un marché, quel qu'il soit. Nous, on sait tout ce que vous voulez, ou vous voulez créer votre propre entreprise, eh bien, vous êtes obligé d'analyser tous les facteurs d'influence qui puissent exister, mais qui entourent votre environnement. D'accord? Donc, c'est au-delà de ce que vous avez, vous regardez un petit peu qu'est-ce qui va vous menacer et qu'est-ce qui va être une opportunité pour vous pour avancer. C'est une vision, c'est comme vous êtes, si vous voulez, vous avez un satellite et ce satellite, il observe tout ce qui est autour de vous. Hein, c'est comme une map, c'est comme une carte. Hein. Vous photographiez d'en haut votre entité, votre entreprise, et vous regardez qu'est-ce qui est autour. Hein? Donc, par exemple, si j'applique l'analyse Pestel aux inondations, hein, donc ce que nous avons eu à Casablanca, eh bien, vous regardez de en haut, vous voyez quelles sont les maisons qui sont en hauteur, quelles sont les maisons qui sont dans des, si vous voulez, en bas, et quelles sont qui sont dans des crues, comment normalement, il y a certaines caves qui n'ont pas été inondées, parce que l'eau, si vous voulez, s'infiltrer, et puis elle descend, parce que c'était en hauteur par rapport à la ville. Il y a même parfois certaines caves dans certains quartiers qui ont été inondés et pas d'autres, parce que eux, ils étaient beaucoup plus bas. Et puis, ils ont ramassé tout l'eau de pluviale qui est venue. Donc, s'il y avait une analyse Pestel, par exemple, donc on le saura très bien à l'avance et on va prendre des précautions, peut-être canaliser l'eau pluviale, peut-être vider les caves, peut-être attendre l'inondation. Hein. Donc, quand vous attendez l'inondation, donc si vous voulez, vous avez certains éléments à prendre en précaution dès le départ. Enlever votre matériel d'une cave, d'une maison, quitter la maison quand vous voyez qu'elle va tomber, etc. Et tout ça, ben, ce sont des précautions que l'on prend. Et bien, l'entreprise, c'est la même chose. Avant de mettre n'importe quoi sur le marché, il faut qu'elle analyse son environnement. Alors, l'analyse Pestel, c'est analyser le politique, l'économique, sociologique, technologique, l'écologique et l'environnement légal. Voilà, donc ce sont, si vous voulez, 6 environnements que vous êtes censé analyser quand on vous parle du volet de Pestel, hein, le politique, l'économique, le sociologique, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va analyser d'une manière, je dirais, profonde? Bah, comme exemple, là, on vous le donne, la population est-elle sensible à de telles offres? Et là, vous pouvez même avoir une réflexion, si vous voulez, sur votre action marketing, même avant de la démarrer. L'action marketing, c'est le marketing mix, hein, c'est ce qu'on appelle prix, produits, communication, distribution, etc. Vous pouvez même analyser l'environnement concurrentiel. Mais à travers cette analyse,
vous pouvez voir justement tous les détails. Hein. Donc, est-ce que commercialement, si vous voulez, c'est légal? Alors, je vous donne un exemple simple. Actuellement, certainement, vous avez reçu sur vos messages comme quoi Facebook, WhatsApp, elle va normalement utiliser vos photos, tout ce que vous avez comme données, etc. et tout ça. Et si je vais vous dire ceci, je crois que vous le connaissez, apparemment, hein, donc si vous lisez, je ne sais pas combien de pages de contrats, hein, donc avant même sur lequel vous avez cliqué quand vous avez intégré un groupe WhatsApp ou bien quand vous avez créé un groupe, c'est que vous avez même donné l'autorisation WhatsApp d'utiliser tout ce que vous avez supprimé. Quand vous avez une image, ou quand vous avez un discours, quand vous avez quelque chose sur WhatsApp et vous le supprimez, vous croyez qu'il est parti, mais pas du tout. Parce que eux, maintenant, si vous avez supprimé une photo, ils peuvent, eux, prendre cette photo et l'envoyer sans qu'on vous le dise à vos amis ou au groupe auquel vous êtes inscrit. Eh bien, c'est ce qu'ils disent maintenant. Donc, et quand on vous dit, par exemple, il faut que... Alors, quel est maintenant, si vous voulez faire une analyse Pestel, maintenant, quand je parlais de WhatsApp, eh bien, d'une manière légale ou d'une manière économique ou d'une manière politique ou tout ce que vous voulez, si vous êtes une entreprise, vous allez faire attention à ce que vous mettez sur votre, je dirais, adresse, enfin votre téléphone, quelles sont les photos, parce que actuellement, vous êtes censé tout partager avec vos amis. Tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais, à votre insu. Et bien, si vous faites une analyse Pestel, vous allez dire, tiens, eh ben, ces photos, il ne faut plus jamais que je les mette sur mon téléphone. Donc, il faut que je les mette ailleurs. Eh bien, il faut peut-être acheter un appareil photo. Maintenant, tout le monde doit avoir un appareil photo. Un petit appareil photo où il peut prendre des photos et il ne les met absolument pas dans son téléphone. Parce que c'est à côté. Une clé USB. Comme ça, vous aurez tout le temps de votre téléphone, vous enlevez quelque chose, si vous voulez, vous laissez. Quand vous voulez le transmettre. Donc, c'est une analyse de votre environnement. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, etc. et tout ça. Et là, ça vous donnera une réflexion. Eh bien, si vous voulez passer à la stratégie, eh bien, peut-être, vous allez verrouiller tout ça avant même de faire quoi que ce soit. Maintenant, il faut peut-être, je ne sais pas, quitter WhatsApp et puis rentrer dans un autre. Maintenant, il parle de Signal, il parle de je ne sais pas quoi. Imaginez tout ce que vous avez sur Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., Twitter, il va être en commun et partagé avec tout le monde. Et bien là, c'est un autre problème. Et bien maintenant, une entreprise, c'est la même chose. Son environnement, elle le partage avec énormément de monde. Et tout le monde le sait, à travers ses rapports, à travers ses analyses, ses enquêtes, ses produits, etc. Donc, il faut qu'elle fasse attention. Bien. Alors, vous avez, si vous voulez, la conduite, en quelque sorte, de l'analyse SWOT, l'analyse Pestel, c'est pratiquement la même chose que SWOT. Hein? Vous allez retrouver les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses, mais à travers l'analyse de six environnements. Le politique, l'économique, le social, le technologique, le légal et l'environnemental. Là, par exemple, pour ceux qui, à chaque fois, ils me demandent les questions, le QCM, et je n'ai pas le choix. Je peux vous poser des questions et je vous dis, par exemple, parmi ces éléments, lesquels sont de l'environnement politique. Et je vous donne 4 ou 5 éléments. Et c'est à vous de choisir, est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est économique, je ne sais pas quoi. Ça dépend de la question. Donc, quand vous allez avoir des slides, essayez de réfléchir dans ce sens-là.
Par exemple, je peux vous donner, je ne sais pas, 4 éléments, et puis je vais vous dire, cochez celle qui n'est pas une force de SWOT. Donc, vous êtes censé connaître qu'est-ce que c'est qu'une force au niveau de SWOT. Eh bien, c'est votre révision, elle doit être de cette manière-là. Ce n'est pas apprendre par cœur, ça ne servira à rien du tout. Alors, je prends le premier environnement, rapidement. Le politique. Exemple, la politique gouvernementale, les relations extérieures, les lois sociales, les politiques environnementales, etc. Ça, c'est tout ce qui est politique. Et quel point cette politique intervient, si vous voulez, dans l'économie. Et elle peut intervenir de 2 niveaux, au niveau national et au niveau international. Voilà, ça c'est le politique. D'accord? Donc, vous lisez les slides, vous cherchez sur Google, sur vos documents, vous complétez qu'est-ce que c'est que l'environnement politique. Si je prends l'économique, la même chose. Vous avez encore le macro et le micro. Tout à l'heure, c'était national, international, mais là, c'est le macro et le micro. Et bien, tout ce qui est autour, si vous voulez, de votre entreprise, hein, et en principe, si vous voulez, même votre clientèle, qu'est-ce qu'elle a comme revenu, comment normalement elle dépense, etc., comment elle paie. Bon, tout cela, c'est une analyse. Et la même chose par rapport, si vous voulez, au niveau économique, par rapport à l'État, hein, dans tout ce que vous avez au niveau macro, et par rapport à vos concurrents, etc. Les facteurs économiques ont une importance très importante, et vous êtes censé chercher de quelle manière ces éléments influencent votre activité. Vous avez je termine, vous avez des éléments sur le financement, hein, par le crédit, l'inflation, les revenus moyens par habitant. Donc, vous êtes dans le global et vous analysez. Bon, je vous donne un exemple économique. Un exemple économique. À votre avis, quelle est la commune la plus riche de Casablanca? Hein? Monsieur Sidi Bliout. Non. Pourquoi, pourquoi vous êtes là? Monsieur Enfa. Vous Enfa parlez supérieur. de Sultan, c'est bien ça? Enfa supérieur. Non, en fait, Californie. savez-vous que Anfa, c'est Californie عندي فقط. là où il y a le plus de bidonvilles? C'est c'est Sidi Beliout. Pourquoi Sidi Beliout? Pas Sidi Beliout, c'est Anfa centre, hein, donc c'est je ne sais pas comment on appelle cette commune, mais c'est là où il y a, vous connaissez Place Verdun, etc. et tout ça. C'est Casaport, etc. Tout ça, ça s'appelle Sidi Beliout. Alors pourquoi? Pardon? C'est parce que c'est là où il y a la plus de concentration de sièges sociaux, d'entreprises, de, je ne sais pas, qui payent énormément d'impôts et de commerce et tout ce que vous voulez. Et c'est très important. Eh ben, au niveau taxe, c'est énorme par rapport, si vous voulez, à toutes les communes de Casablanca. Mais c'est pour cette raison-là que s'installer là-bas, c'est quand même très important parce que ce sont des activités commerciales qui marchent très bien. C'est vrai, dans certains quartiers plutôt que dans d'autres, certains commerces plutôt que d'autres, etc. Mais si j'analyse, si vous voulez, avec la méthode Pestel,
l'emplacement de mon commerce, eh ben, voilà l'économique. C'est un élément économique très important. Je vais payer plus d'impôts, mais je vais gagner beaucoup plus au niveau de mon chiffre d'affaires. Parce qu'il y a beaucoup, si vous voulez, de commerce dans cette commune. C'est parce que normalement, on s'intéresse beaucoup, si vous voulez, à la clientèle. C'est parce qu'il y a un flux énorme de clientèle. C'est parce qu'il y a des touristes. C'est parce qu'il y a des hôtels. C'est parce que, etc., etc., etc. Eh bien, c'est l'économique. J'analyse de cette manière-là. Et quand on s'intéresse, si vous voulez, encore au B2B ou bien au B2C, ou bien, si vous voulez, à one-to-one, hein, donc c'est-à-dire le relationnel, eh ben, on analyse d'une manière beaucoup plus profonde, si vous voulez, tous ces éléments-là. 3, le social. La même chose. Qu'est-ce que j'analyse? Tout ce qui est socio-culturel et qui peut normalement influencer mon activité ou mes produits. Et le social, c'est tout ce qui intéresse, si vous voulez, le comportement du consommateur. Donc, on revient encore une fois. Hein, vous avez les critères démographiques, vous avez les critères socioculturels, vous avez l'importance au niveau médicaments, santé, etc. et tout ça. Vous avez beaucoup d'éléments. Alors, je vous donne un exemple encore une fois. À votre avis, c'est bête ce que je dis, je veux un élément social pour le choix d'une habitation pour un couple de plus de 70 ans. À quoi vous pensez? Ces gens-là qui ont plus de 70 ans et qui sont tous les deux, ils souhaitent acheter une maison. Alors, critère social, par exemple, pour le choix de leur maison, elle doit être où? Monsieur, Essayez de réfléchir. Essayez de réfléchir. elle doit être la maison ou l'appartement, qu'importe, elle doit être située dans une place où il n'y a pas beaucoup de bruit, il y a le calme, il y a le confort. Voilà. Vous voyez, vous avez commencé à chercher. Mais par exemple, si je vous dis à côté d'un hôpital, ça va vous paraître bizarre. Mais effectivement, on cherche la santé de ces personnes. Quand ils auront un malaise, ils peuvent traverser la route et aller à l'hôpital sans demander quoi que ce soit. Et même les urgentistes, ils peuvent traverser la route et venir chez eux. Ils doivent être dans un endroit ensoleillé. Ils doivent être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de pollution. Vous venez de le dire, le bruit, c'est une pollution. Et ils doivent être dans un endroit où normalement il y a une assistance obligatoire, rapide, etc. et tout ça. Moi, j'ai pris un élément social, tout simplement. S'ils n'ont pas les moyens, l'État, elle doit construire des dispensaires, des maisons de retraite, des associations, tout ce que vous voulez, elle doit aider ces gens-là parce que c'est une population très particulière. D'accord? Maintenant, je prends l'inverse. Quel est l'élément social pour un couple qui vient de se marier? Donnez-moi un seul critère, hein, le choix de leur maison. Centre-ville. Centre-ville. Pourquoi centre-ville? Parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport. À côté d'une Il y a deux. Automatiquement, si vous réfléchissez d'une manière marketing, deux critères sont évidents. Un, ils doivent, même sans enfants, ils vont avoir des enfants. Ils doivent être à côté d'une école. C'est très important actuellement. Parce que vous n'allez pas vous marier, avoir un enfant ou deux enfants et traverser 10 kilomètres pour ou bien payer le transport scolaire, etc. Et tout ça. Donc, il faut trouver une maison à côté d'une école convenable. Et deuxième chose, peut-être à côté d'un travail de l'un des deux couples. C'est ridicule, hein, de travailler au centre-ville et
vous habitez, je ne sais pas, à Darboazza. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut que, au moins, le travail, il doit être, si vous voulez, à proximité hein, de la maison. Le travail de la femme ou de l'homme, hein, au moins l'un des deux. Hein, comme ça, il ne va pas y avoir, si vous voulez, tous les deux, vous travaillez, je ne sais pas, l'un travaille au centre-ville, l'autre travaille à Isfa et vous habitez à Sidi Marouf. Vous voyez que ce n'est pas logique. Ben, ça, c'est une vision. Si vous faites une analyse PESTEL au niveau de ce couple, vous allez. Ben, l'entreprise, c'est la même chose. Elle cherche ces éléments-là. Hein, elle cherche ces éléments-là. Vous êtes une entreprise qui fabrique une pâtisserie, par exemple. Eh ben, est-ce que vous avez déjà vu une pâtisserie hein, qui est cachée dans un quartier et personne ne la voit et dans un quartier où il y a peu de monde hein, qui sortent, qui achètent, etc. Non, une pâtisserie, c'est un grand boulevard, c'est le stationnement, c'est il y a beaucoup de choses. Ben, je ne parle pas de la qualité, je parle pas. Mais ben ça, elle cherche, si vous voulez, certaines qualités de certaines personnes pour normalement trouver ça. Eh ben, c'est le social. Vous avez la technologie. Si vous voulez, ce sont des facteurs qui influencent l'environnement de votre entreprise et d'une manière beaucoup plus profonde. Hein. Alors, on a 3 façons essentielles qui sont en bas dans votre slide. Hein. Nouvelle manière de produire des produits et services, c'est la production. Si vous n'êtes pas à la page, les autres vont vous devancer. Nouvelle manière de les distribuer, les techniques de distribution. Hein, donc, et en tenant compte de beaucoup de choses, par exemple, si je prends la technologie, le paiement par carte bancaire, hein, vous savez très bien que vous payez par carte bancaire en introduisant un code. Maintenant, la technologie, elle est beaucoup plus avancée, ce n'est pas un passage tactile, même pas, hein, ce n'est pas un passage de la carte. Vous n'introduisez même pas, si vous voulez, le code. Mais tous les appareils, si vous voulez, où vous mettez votre carte, n'acceptent pas, si vous voulez, ceci. Maintenant, si une banque vous donne une carte où vous allez payer par, si vous voulez, passage magnétique, enfin le truc contact magnétique, eh bien, en principe, il faut des appareils nouveaux. Et certains commerces ne sont pas dotés, si vous voulez, de cela. Donc, les gens qui oublient leur code et ne peuvent absolument pas acheter. Donc, comment vous allez vous faire? Eh bien, il faut que, obligatoirement, vous changez vos appareils. Donc, vous avez la technologie, elle vous suit. Maintenant, si vous êtes, je ne sais pas, vous avez une pharmacie et vous n'avez pas de paiement par carte complètement, imaginez combien de clients vous allez perdre. Ceux qui n'ont pas du liquide et qui n'ont pas de chèque, mais qui n'ont que leur carte bancaire. Et bien, quand ils viennent acheter cela, et ben, ils vont vous dire, bon, c'est pour ça que dans certains commerces, vous voyez sur leur vitre carte Visa. Ça veut dire qu'ils acceptent les cartes et qu'ils ont les appareils. C'est la technologie, tout simplement. Et bien là, c'est la distribution. Vous pouvez perdre des clients. Vous avez aussi de nouvelles manières de communiquer avec votre cible commerciale à travers le digital, à travers l'envoi de messages, à travers l'envoi de publicités, à travers WhatsApp ou à travers, si vous voulez, des SMS, etc., etc. Donc, la technologie, c'est encore quelque chose à analyser par rapport, si vous voulez, d'une manière stratégique. Vous avez aussi l'environnement de tout, si vous voulez. Tout ce qui est, je dirais, tout ce que demande le consommateur ou, si vous voulez, le client, mais
qui a un rapport avec la justice, avec l'égalité, avec la durabilité, avec l'environnement, avec tout ce qu'on peut interdire. Hein, donc là, vous êtes en plein dedans au niveau de les données personnelles, hein, comment, si vous voulez, les protéger, etc. et tout ça, au niveau, si vous voulez, de recyclage de certains produits, au niveau de recyclage, si vous voulez, des ordures, au niveau de la décharge, je ne sais pas, de la décharge enfin des ordures, hein, donc au niveau de Casablanca, donc les problèmes qu'elle pose actuellement, et bien tout cela, si vous voulez, c'est intégré dans votre analyse PESTEL, environnementale, si vous voulez, tous les éléments qui peuvent vous donner un plus par rapport à la concurrence. Une certaine, si vous voulez, une certaine notoriété. Alors, si nous continuons, si vous voulez, dans cette année, nous allons beaucoup plus d'autres éléments. Alors, nous prenons les légaux, hein, tout ce qui est légal maintenant. Et tout ce qui est légal, si vous voulez, c'est beaucoup plus par rapport à votre entreprise. Les lois, toutes les lois entre l'organisation, si vous voulez, ou l'entreprise et l'État. Tout ce qui est loi au niveau de la concurrence, au niveau des marques, les lois que nous avons normalement, la protection du consommateur, les dates de péremption, au niveau de... tout cela, ce sont des analyses qu'il faut aussi intégrer, si vous voulez, dans votre analyse PESTEL. Alors, vous avez, je les rappelle, hein, donc vous avez le politique, l'économique, l'environnemental. Bon, vous avez les éléments, les 6 éléments qui, normalement, vous permettent d'analyser votre environnement global. Alors, nous allons les appliquer sur Carrefour. Quelques éléments. Alors, ça, c'est étude de cas ou étude PESTEL sur Carrefour. D'accord? Alors, à la limite, au Maroc, hein, ça date il y a quelques années, mais ça vous donne quand même une idée. Alors, Carrefour, c'est sa création en 59. Donc, il a 60 ans à peu près de création. Et il n'a cessé de s'améliorer, hein, donc au fur et à mesure. Actuellement, il est présent dans le secteur de la grande distribution, entre hypermarchés et supermarchés. Vous les connaissez. Le groupe est également présent à l'international, pratiquement tous les continents. Au niveau mondial, en termes de chiffre d'affaires, le groupe français se positionne derrière l'américain Walmart. C'est une grande distribution, si vous voulez, hypermarchés colossaux de Walmart. D'accord? Donc, c'est américain. C'est le second au niveau mondial. Bien. Au niveau politique, il y a une certaine stabilité au Maroc. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il est ici. Carrefour, et c'est pour ça qu'il s'est allié avec la Bellevie et ils ont racheté Métro et ils ont des choses, des enseignes dignes, hein, de certaines, si vous voulez, enseignes en Europe. Et c'est tant mieux pour le Marocain, d'accord, au niveau de la distribution de produits. Au niveau économique, hausse de la consommation, augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Donc, c'est tout à fait logique, dès le moment où il y a une hausse de la consommation, eh ben, c'est important que Carrefour, si vous voulez, s'y installe ou s'installe au Maroc. Donc, il y a aussi l'Internet qui a permis à certaines personnes de commander à distance. Donc, et aussi, si vous voulez, au niveau économique, on sait très bien qu'il y a des moments où les prix augmentent ou des moments où les prix descendent parce que c'est l'achat de produits, si vous voulez, que Carrefour met à la vente.
Au niveau social, vous avez la fidélisation de certains clients. Il y en a certaines personnes qui n'ont jamais vu Marjane. Ils ont complètement oublié l'existence de Marjane, parce que pour eux, c'est Carrefour. Et quand ils vont à Marjane, c'est comme s'ils sont dans un magasin de second ordre. Et ce n'est pas le cas. Hein, Marjane aussi, il y a des éléments qui sont beaucoup plus importants. D'accord? Donc, mais parce qu'au niveau social, on a peut-être, si vous voulez, une certaine je dirais, sensibilité aux produits qui sont offerts, au merchandising, à l'emballage, à certaines qualités de produits, et parfois même ce que fait, hein, donc, au niveau social, au niveau de certaines associations, Carrefour, plutôt que d'autres distributions. Au niveau technologique, hein, donc, je vous laisse réfléchir un petit peu sur tout ce que vous pouvez avoir au niveau des applications mobiles. Hein, donc, il y a même une application Carrefour qui existe. Au niveau écologique, hein, donc, il y a un rayon immense en produits bio, hein, et on vous donne une certaine traçabilité, hein, de certains produits, comme la viande, par exemple, et on lutte contre le gaspillage au niveau de Carrefour, et on aide beaucoup d'associations également. Au niveau légal, la concurrence, hein, c'est beaucoup plus, il y a un contrôle, il y a, par exemple, si vous voulez, pour qu'il n'y ait pas un monopole de création, hein, donc on contrôle au niveau de la création, etc. Et vous avez des contrats de réglementation ou des contrats, si vous voulez, d'achat ou des contrats de vente entre distributeurs et fournisseurs. Donc, vous avez un aperçu, si vous voulez, de l'analyse SWOT. Mais ceci, vous le comparez, par exemple, à Aswaq Salam, à Marjane, et vous regardez un petit peu quels sont les éléments positifs et quels sont les éléments négatifs. Et c'est là où vous allez sortir avec les opportunités, les menaces, les forces et, si vous voulez, les faiblesses. Alors, une synthèse de Carrefour, à partir de ces quelques éléments, elle doit lister, mais pas n'importe comment, les facteurs externes qui peuvent aider ou freiner le développement d'une entreprise, c'est-à-dire de Carrefour. Ensuite, si je prends, si vous voulez, l'analyse Pestel, on peut peut-être, si vous voulez, regrouper les analyses positives en opportunités et les négatives en menaces. Et c'est qu'après les avoir analysées par le groupe, peut prendre, si vous voulez, des décisions. Et le groupe Carrefour, si vous voulez, il peut les comparer à d'autres éléments externes, à travers, si vous voulez, même au niveau international. Et cette analyse, elle doit être utilisée à côté de l'analyse SWOT, pour qu'il y ait un complément. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ajouté au niveau de l'analyse SWOT? Hein, si vous voulez, à la limite, Pestel, elle peut être une analyse pour préparer SWOT, à la limite. Voilà. Et quand vous aurez SWOT, vous aurez, si vous voulez, une intégration en quelque sorte de tout ce que vous allez trouver au niveau de Pestel. Alors, soit vous utilisez Pestel, soit vous utilisez SWOT, mais si vous les utilisez tous les deux, vous êtes censé utiliser Pestel avant, puisqu'elle vous donne beaucoup plus tout ce qui est externe et vous le complétez par l'interne par rapport à SWOT. Voilà, c'est à peu près, si vous voulez, ces éléments. Alors, nous passons maintenant à la dernière que nous allons voir, c'est l'analyse, si vous voulez, des 5 forces de porteurs. Nous avons vu Pestel, nous avons vu SWOT. Maintenant, c'est l'analyse des 5 forces concurrentielles. C'est Porter. Hein. Porter, c'est lui qui a inventé, si vous voulez, cette analyse. Elle propose un modèle en 5 forces qui peuvent être utilisées pour comprendre la concurrence dans un secteur. C'est-à-dire pour essayer de trouver ce qu'on appelle les niches, hein, les
les éléments sur lesquels vous allez normalement apporter en quelque sorte un plus, hein, pour votre entreprise dans votre secteur. Et ces avantages, si vous voulez, concurrentiels que vous allez en principe retrouver, hein, donc vont permettre d'être un acteur essentiel dans votre secteur. Alors, quelles sont ces 5 forces? Alors, vous avez la menace des nouveaux entrants dans l'activité, d'accord? Vous avez l'intensité de la concurrence dans le secteur où vous êtes, le pouvoir de négociation, c'est très important, des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, menace des produits de substitution. Hein, je ne sais pas, des produits de substitution, si vous voulez, ce sont les produits qui remplacent d'autres. Hein, donc, produits, je peux même dire, lamba, une lampe, elle peut remplacer une ampoule ou l'électricité. D'accord? Le gasoil, hein, pas l'essence, il peut normalement remplacer, enfin, dans un moteur de ce qu'on appelle électrogène, il peut remplacer la LIDEC. Hein, donc, la LIDEC, si vous voulez, par exemple, à Derbrelf, hein, vous avez de la lumière, mais la plupart de cette lumière, ce sont les moteurs électrogènes. Il n'y a pas d'électricité de la LIDEC dans la plupart des commerces d'Erbrelf. Hein, donc, c'est, pour moi, c'est une concurrence par rapport à la LIDEC ou par rapport à l'ONE. D'accord? Alors, quand vous allez parler de la 5e force qui est la concurrence, vous avez un petit plus, hein, ce sont les contraintes réglementaires des pouvoirs publics, c'est très important. C'est ce qu'on dit, la loi, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe. Alors, premièrement, l'intensité de la concurrence, je vais lire, hein, donc ça c'est quelque chose que vous êtes censé regarder rapidement, hein, donc il faut qu'on avance un petit peu. L'intensité de la concurrence, c'est évident. Hein, vous avez tout ce que, si vous voulez, vous concurrence dans votre métier. Hein, il faut tout le temps, si vous voulez, essayer de voir un petit peu quel est votre positionnement, comment est perçu votre produit, quelle est la notoriété, etc. Et là, il y a beaucoup d'éléments, si vous voulez, de marketing qui rentrent en jeu. Vous avez la menace des nouveaux entrants, tout le temps, si vous voulez, dans les forces, hein, concurrentielles. Alors, regardez, on va lire que quelques-uns. Par exemple, économie d'échelle, avantage associé à l'achat en gros. Plus vous vous approvisionnez d'une manière colossale, plus vous avez des économies d'échelle et plus vos prix, si vous voulez, ils seront plus bas que la concurrence parce que vous produisez avec un coût inférieur. Eh bien, c'est, si vous voulez, une menace par rapport à votre commerce si votre concurrent rentre dans le marché, mais avec un capital très important. Hein, vous avez un petit café, et d'un coup, juste à côté de vous, il y a Starbucks qui ouvre. Et bien, Starbucks, ce n'est pas vous, parce que eux, c'est une grande entreprise. Et c'est une gestion colossale. Ils peuvent mettre énormément de choses, si vous voulez, de plus que vous. Et bien, votre marché, il va complètement, si vous voulez. Je vous donne un autre élément, si vous voulez, n'importe quel élément, un de ces menaces, il peut être analysé de cette manière-là. Alors, par exemple, Mhlaba dans un quartier. Généralement,
quand il y a une seule Mahlaba fait un quartier, elle a combien de clients? Elle a 100% de clients. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, potentiellement, elle peut avoir 100% des habitants du quartier, parce qu'elle est la seule qui existe. 3 mois après, une deuxième Mahlaba va تحل. Elle va avoir, en principe, combien? Si elle a de très bonnes qualités, elle va peut-être avoir 80%, ou l'autre Mahlaba تاخد 20%. Si une troisième Mahlaba تحل, qu'est-ce qui va se passer? On va encore réduire le chiffre d'affaires. Si une quatrième, une cinquième, eh bien regardez la menace de nouveaux entrants. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de certains mois, il y a la première Mahlaba, ou la deuxième, ou la troisième, elle va fermer. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir 0%, hein, de clientèle. Parce qu'elle n'a rien fait de nouveau. C'est pour ça que il y a d'autres éléments, si vous voulez, à faire à côté. Voilà. Donc, vous lisez tout cela et vous essayez d'analyser, si vous voulez, les nouveaux entrants de cette manière-là. Vous avez le pouvoir de négociation des clients. Chaque élément, il peut être analysé d'une manière beaucoup plus importante, si vous voulez, par rapport à votre activité. Alors, par exemple, si je prends le troisième, le coût de changement de fournisseur est bas. Le coût de changement de fournisseur est bas. Ça veut dire quoi? Parce qu'un client, si vous ne livrez pas à temps, avec de la bonne qualité, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va vous changer tout simplement, il va chercher un autre fournisseur, parce qu'il ne paye rien. Et dès le moment où on a ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous accrocher à vos clients. Eh bien, ça sera une force. Quand, normalement, vous pensez que le pouvoir de négociation des clients est très important, eh bien, dans ce cas-là, vous allez faire des concessions. Vous allez avoir des négociations non conflictuelles. Et vous allez dire qu'un client est, si vous voulez, coûteux à perdre. Mais il est très important de le conserver. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut essayer de réfléchir, hein, dans ce sens-là. Encore une fois, par exemple, je lis l'avant-dernière. Hein, le pouvoir est haut si la marque est importante dans son secteur. Si vous prenez Microsoft, Porsche, McDonald's, par exemple, eh ben, c'est très important. McDonald's, ce n'est pas n'importe qui va, si vous voulez, le déplacer ou le perturber, etc. D'ailleurs, il a subi des tas d'attaques, etc. Et tout ça, halal, machi halal, trop cher, machi trop cher, l'obésité, je ne sais pas quoi, etc. Mais il est toujours là. Pourquoi? Parce que son point fort, si vous voulez, c'est que les gens vont là-bas. En termes marketing, ce sont tout le temps des enfants. Même s'ils sont grands, des parents qui emmènent leurs petits-enfants, eh ben, pour eux, McDo, c'est une histoire. Quand ils étaient petits, par exemple, ils ont probablement fêté leurs anniversaires à McDo, ils ont vu ça, c'est le fast-food d'une manière internationale, ils voient ça à la télé, c'est de la com, c'est de la pub, c'est tout ce que vous voulez, et bien c'est un pouvoir très important. Et les clients, c'est eux qui développent en quelque sorte, si vous voulez, ces qualités. Vous avez la menace des produits de substitution. Il n'y a aucun produit qui est unique. Aucun. Il y a tout le temps un produit qui peut le remplacer. Tout le temps. Même les légumes, même l'eau, etc. et tout ça. Eh bien, attention, il faut faire, si vous voulez, il faut être prudent, hein, quand normalement vous analysez les forces concurrentielles, si vous voulez, au niveau de votre environnement. C'est important. Là,
Je ne parle pas de l'imitation, je parle de substitution. Alors, par exemple, quel est le produit de substitution par rapport à votre licence? Vous êtes en licence, hein, à la faculté. Et quel est le produit de substitution? Bachelor. Pardon? Bachelor. Le bachelor, par exemple, au Canada. Vous avez les écoles privées. Vous avez le monde professionnel. Et pour moi, par exemple, quelqu'un qui a eu son bac et qui travaille depuis, il a 3 ans d'expérience. Pour moi, dans certains pays, comme en Europe par exemple, on peut prendre, si vous voulez, l'équivalence professionnelle, et on va dire que ce monsieur, s'il veut faire un master par exemple, il peut intégrer un certain master parce qu'il a 3 ans d'expérience au niveau professionnel. Malheureusement, nous n'avons pas ça ici. Mais ça, c'est toujours un produit de substitution. D'accord? Donc, ça veut dire que moi, si je suis une entreprise, je peux ne pas embaucher un licencié, mais j'embauche quelqu'un qui a 3, 4, 5 ans d'expérience. C'est beaucoup plus important pour mon activité. Et bien là, c'est si vous voulez, une substitution. Et ce monsieur-là, il peut vous concurrencer, vous, en tant que licencié, parce que vous n'avez pas d'expérience. Mais lui, il s'est auto-formé. Et c'est très important. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Donc, alors, par exemple, si je vous dis ceci, est-ce que vous saviez que si vous donniez depuis la naissance d'un bébé, vous lui donnez que l'eau céréalière, quelle est la menace? Des produits de substitution. Ça veut dire qu'à 10 ans, à 9 ans, vous attendez l'eau du robinet, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber malade. Parce que son corps s'est habitué à un produit minéral, de l'eau minérale. Eh bien, c'est si vous voulez, ses reins, tout ce que vous voulez. Donc, ils se sont habitués à un produit qui est, je dirais, minéral, tout simplement. Alors, vous changez cela et vous lui donnez un autre liquide ou l'eau du robinet pendant un certain moment, je suis sûr et certain qu'il tombera malade. Là, il va guérir avec des médicaments, mais il aura des médicaments de plus, tout simplement. Et il va être faible. C'est pour ça qu'on dit, dès le début, il faut bouillir l'eau, il faut lui donner de l'eau, et puis il ne faut pas du tout lui donner que ce qui est naturel, ou ce qui est, si vous voulez, minéral. Et bien là, c'est une menace d'un produit de substitution pour la santé d'un individu. Ben, la même chose pour l'entreprise. Vous avez des produits qui se vendent, ils peuvent, si vous voulez, nuire à votre activité. Bien. Le pouvoir de négociation des fournisseurs, pardon, c'est exactement comme celui des, si vous voulez, des clients. C'est la même chose. Encore un exemple, c'est le cas pour les fournisseurs de matières premières, comme le pétrole. Ayant un certain monopole, ils peuvent réduire les quantités, les augmenter les prix, arrêter la production. C'est pour ça que vous avez le prix du baril qui augmente, qui diminue, et parfois, donc les pays du Golfe, d'un coup, augmentent la production journalière, et puis les prix donc baissent ou augmentent, etc. Donc, c'est un monopole que les pétroliers possèdent. Et bien, dans certains secteurs, certaines entreprises qui sont des fournisseurs, ils ont ce pouvoir. Et c'est très, très handicapant pour certaines entreprises. Ils doivent, en principe, si vous voulez,
essayer de s'approvisionner de plusieurs endroits. Comme ça, donc, ils diminueront un petit peu l'intensité, si vous voulez, du pouvoir de fournisseurs. D'accord? Alors, je continue. L'analyse ou le diagnostic, on l'a fait. Maintenant, on passe à l'étape 2, qui est la planification. Vous vous rappelez, hein? Vous avez l'analyse, et vous avez la stratégie, la planification, et vous avez la mise en œuvre. Maintenant, on est dans l'étape 2. Là, mis un moment au niveau de l'étape 1 pour la comprendre, mais maintenant, on est dans l'étape 2. Hein? C'est la planification. Alors, c'est là où on va déterminer les vraies stratégies et les objectifs. D'accord? Alors, elle permet de fixer les objectifs de la stratégie en fonction des résultats de l'analyse du marché que vous avez fait, soit à travers des enquêtes, soit à travers d'une analyse SWOT, soit à travers d'une analyse PESTEL, tout ce que vous voulez. Et à ce niveau-là, hein, donc, vous allez déterminer, votre stratégie. Et quand normalement vous allez avoir une stratégie, vous allez avoir une vision un petit peu, je dirais, à moyen ou à long terme. Et dans la planification, vous avez 3 temps importants: la segmentation, le ciblage et le positionnement. Ce sont les 3 éléments de la planification pour déterminer en quelque sorte, si vous voulez, ce que vous allez en principe mettre sur le marché et pour qui et comment ces personnes vont le percevoir dans leur tête et dans leur cerveau par rapport à votre concurrence. C'est ce qu'on appelle le positionnement. Alors, le STP, hein, segmentation, si vous voulez, targeting et positioning, donc ce sont les choses les temps les plus forts au niveau de la stratégie. Qu'est-ce que nous avons dans ces éléments? Vous avez la segmentation, c'est l'identification des différents segments de marché et leur description par rapport, si vous voulez, à chaque segment. Le segment qui, normalement, a été choisi pour tel service ou tel produit. Rien que la segmentation et le ciblage et le positionnement, ils peuvent être un cours d'une 20aine de séances. Hein, parce que ça prend énormément. Là, moi, je suis en train de vous donner des pistes de recherche. Hein? Donc, je ne vous donne pas un cours, si vous voulez, de marketing en quelques séances, mais c'est un cours complément à votre initiation que vous avez eue en marketing de base. Mais là, vous allez approfondir vos connaissances à travers votre recherche sur la segmentation, le ciblage et le positionnement. Si vous voulez, c'est comme si je vous donne, moi, une feuille de route. Hein, pour ceux qui sont intéressés par ce module ou par le marketing, voilà comment ils doivent le traiter. Vous avez, une fois que vous avez segmenté votre marché, vous le ciblez. Évaluation, si vous voulez, de l'attractivité de chaque segment. Vous avez plusieurs segments, mais vous allez évaluer chaque segment, comment il est attractif par rapport à votre, si vous voulez, activité. Et là, vous ciblez les segments qui sont les plus importants. Vous avez une dizaine de segments, mais il n'y en a que 2 qui vous intéressent. Alors, si je prends l'université Hassan II, hein, vous avez plusieurs segments. Si je prends un critère de segmentation, si vous voulez, le champ de discipline, vous avez les littéraires, vous avez les scientifiques, vous avez les économistes et vous avez les juristes, par exemple.
Eh bien, j'ai 4, je dirais, segments. Si je suis dans un notaire, par exemple, qu'est-ce qui m'intéresse finalement? Eh bien, ce qui m'intéresse, ce sont les juristes, parce que c'est eux qui vont étudier les lois, etc. et tout ça. Eh bien, je ne vais choisir qu'un segment, des étudiants. Les médecins, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un notaire. Donc, si je veux normalement chercher un profil qui m'intéresse, eh bien, ce sont les licenciés ou les masteristes, si vous voulez, en droit. Et en droit privé, beaucoup plus important. Donc, vous voyez que je regarde les cibles et je choisis le segment qui correspond. Et vous avez le positionnement. C'est l'élaboration d'une différenciation concurrentielle pour chaque segment. Et c'est la construction de votre plan par rapport au segment que vous avez choisi. Vous adaptez votre positionnement par rapport au segment que vous avez choisi. Voilà. Mettez ça dans votre tête. Nous allons voir un à un rapidement. Alors, si je prends la segmentation, vous avez un marketing segmenté, un marketing de niche et un marketing personnalisé. Si vous prenez celui qui est segmenté, si vous voulez, vous allez chercher en quelque sorte le segment qui, en principe, regroupe votre clientèle selon des désirs qui sont à peu près identiques, mais aux produits proposés. D'accord? Donc, vous pouvez avoir plusieurs segments. Donc, un segment des seniors, un segment des enfants, un segment des couples, un segment des jeunes, si vous voulez, ouvriers, ou des jeunes cadres, etc., etc. Donc, vous allez, si vous voulez, utiliser en quelque sorte, si vous voulez, le marketing pour, en principe, si vous voulez, toucher le segment que vous avez choisi ou les segments que vous avez choisis. Vous avez le marketing de niche. C'est un segment très petit, mais qui a des besoins spécifiques. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un cinéphile? Un cinéphile. Un cinéphile. Vous n'avez pas d'idée? Bon, un cinéphile, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, si vous voulez, le cinéma, mais qui a tendance à être un connaisseur dans le domaine du cinéma. D'accord? Donc, un cinéphile, c'est quelqu'un qui suit les débats, qui regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du centre cinématographique, qui assiste ou qui suit les festivals, si vous voulez, de cinéma, Festival de Cannes, Festival de New York, etc., etc., et qui connaît ce que c'est qu'un court-métrage, un long-métrage, qui connaît les acteurs, qui suit l'actualité cinématographique, qui lit beaucoup de etc., etc. Et bien ça, c'est un segment de niche. Maintenant, quand vous regardez ceux qui vendent des CD de films, à côté des banques ou à Derbrelef, etc., et tout ça, et bien ils ont une clientèle de cinéphiles. Qu'est-ce qu'elle fait, cette clientèle de cinéphiles, à votre avis? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui, monsieur. Alors, est-ce que, donnez-moi par exemple, si un vendeur de ce CD utilise le marketing de niche, donnez-moi un client de cette niche ou de ce segment. Des personnes qui aiment des films d'action.
Eh ben, c'est une personne qui normalement a le téléphone de ce vendeur, qu'elle lui envoie des listes de films pour que ce monsieur les prépare pour cette personne, qu'elle lui laisse une clé USB pour qu'il mette tout cela et qu'elle n'achète pas de CD, puisque maintenant on n'utilise plus de CD ni rien du tout, c'est rare hein, pour certaines personnes. Et ben voilà, c'est une clientèle de niche, c'est un segment que ce vendeur de CD a établi. Et parfois, il peut même livrer à domicile, si vous voulez, ses produits. Par exemple, moi j'ai quelqu'un c'est pour ça que j'ai pris ce cas. J'ai quelqu'un à Derbrelf, je l'appelle, et moi j'aime beaucoup les films italiens et en français, hein, ou en anglais, mais pas en italien. Et les films italiens, ce sont des films magnifiques, puisque on a les mêmes gestes que le Maroc. L'italien, vous le connaissez, il est de nature, si vous voulez, qui parle beaucoup, qui a de gestuel, qui a de l'humour, qui a énormément de choses, mais il y a des films magnifiques, mais en italien. Mais je n'arrive pas à les trouver en français. Eh bien, je connais un monsieur, Derbralef, je l'appelle, et à chaque fois, il m'envoie une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de films sur une clé USB. Je paye. Je paye un peu plus fort, mais je l'aide, etc. et tout ça. Mais je suis une personne qui est dans un segment qu'on appelle de niche. Voilà, besoin spécifique. Et vous avez la personnalisation. Hein? C'est le marketing personnalisé. Donc, que chaque consommateur est différent. Vous avez l'impression que vous êtes différent, mais c'est parce que vous êtes dans deux segments différents, tout simplement. Il y en a beaucoup qui aiment la technologie, il y en a beaucoup qui sont très, je dirais, conservateurs. Eh bien, c'est en fonction de cette personnalisation, hein, donc je ne sais pas, vous connaissez les mugs, vous pouvez mettre dans votre mug, si vous voulez, un slogan personnalisé. Eh bien, on peut vous le fabriquer, à vous spécialement. Donc, quand on parle de la segmentation, vous avez le marketing segmenté, marketing de niche et marketing personnalisé. Toujours au niveau de la segmentation, les clients peuvent, hein, pour un produit, avoir des préférences complètement différentes. Donc, mais quand on a des préférences homogènes, les consommateurs sont semblables parce qu'ils ont, ou le segment, si vous voulez, il est homogène. Quand on a des préférences diffuses, c'est très délicat. Là, on va avoir des segments très différents. Et l'entreprise, elle peut toucher tout le monde. Et quand on peut les regrouper, si vous voulez, c'est là où on a des préférences identiques. Et c'est là où on a des segments qu'on peut appeler des segments naturels, hein, donc qui se font, si vous voulez, par rapport à un besoin qui est identique, spécifique, etc. Alors, je rappelle, vous avez dans la segmentation un marketing segmenté, un marketing de niche et un marketing personnalisé. Et au niveau des segments, vous pouvez avoir des segments où les personnes ont des préférences identiques ou diffuses, et là, il y a beaucoup de secteurs, ou bien groupés selon certains secteurs. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, des groupes qui, normalement, vous permettent d'avoir une stratégie. Ce que je vous conseille, c'est mettez sur Google ces éléments-là, hein, qui sont en bleu, et avoir la définition à côté pour comprendre ça davantage. Vous mettez par exemple préférence homogène en marketing et vous ajoutez exemple. Et on va vous donner des explications pour compléter, si vous voulez, votre cours. Alors, comment allons-nous segmenter? C'est à travers encore une analyse, une observation et des enquêtes. D'accord? Donc, vous allez faire des enquêtes pour mieux comprendre le comportement du consommateur. Souvenez-vous, ce sont
l'analyse des comportements du consommateur à travers des analyses internes dans l'entreprise, via des études documentaires ou qualitatives ou quantitatives, qui vont vous permettre de sortir, si vous voulez, avec des segments. Parce que vous allez analyser votre clientèle avec des questionnaires, avec des entretiens, avec tout ce que vous voulez, ou avec des rapports, tout simplement d'études de marché, et vous allez sortir avec des segments. Et vous allez identifier vos clients par rapport à leur comportement et les mettre dans des segments et choisir les segments les plus importants pour votre produit. D'accord? Les critères de segmentation, vous les connaissez, je vais vous les rappeler. Vous avez des critères géographiques, région, type d'habitat, etc. Vous avez des critères sociodémographiques, c'est tout ce qui correspond, si vous voulez, au niveau social et démographie par rapport à votre clientèle. Vous avez des critères psychographiques, style de vie, personnalité, etc. Vous avez des segmentations comportementales. On n'a pas le temps, si vous voulez, de détailler tout ça. Et vous avez des segmentations multicritères. On utilise 2 ou 3 critères à la fois. Hein, donc, c'est des études croisées. D'accord? Alors, vous voyez que à partir de là, le comportement et tout ce que vous avez étudié au niveau des concepts clés comme la matrice, pas la matrice, la pyramide de Maslow, comme même la matrice de Porter, comme tout ce que vous avez en tête, ce que nous avons vu, il peut vous aider à mieux segmenter votre clientèle. Donc, c'est très simple. Hein, donc, on ne peut pas faire. Alors, si vous me permettez, je vais rajouter un petit quart d'heure. Monsieur, on a Est-ce que vous avez un cours? Vous avez un cours? Oui, monsieur. À 1h30, monsieur. Est-ce que vous avez un cours monsieur. juste après? Oui, À 1h30. oui. Alors, je prends 5 minutes. Et jeudi, vous avez un cours après? Est-ce que jeudi, vous avez un cours après? Oui, monsieur. À quelle heure, monsieur? oui, monsieur. GRH, la gestion de ressources humaines. À 15 heures. Là, on peut rajouter un petit peu jeudi matin? Je dis après Matin. Matin, management stratégique. Pour l'ensemble, Non, monsieur, Oui, on n'a on pas verra. cours. Alors, je prends 5 minutes de plus et j'arrête. Et puis après, je verrai comment je vais continuer le cours après. Peut-être on reprendra les mêmes points et puis on passera aux séances suivantes. Non. D'accord. Bien. Alors, vous avez les conditions de segmentation efficaces. Hein? Il faut qu'il y ait une possibilité de mesure. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas segmenter un marché, vous n'avez pas les éléments pour mesurer. Donc, le quantitatif est important. Vous avez aussi le volume. Les segments doivent être suffisamment vastes, hein? Donc, et rentables. Vous avez la possibilité d'accès. Ce n'est pas la peine d'étudier un segment. Ben, je vous donne un segment de population lointaine et qui habite dans les montagnes. Hein? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Savez-vous, par exemple, si vous prenez l'Australie, l'Australie, Moul Hanout, il peut avoir un avion. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sillonne, si vous voulez, l'Australie, il va parfois dans les montagnes très difficiles d'accès, il atterrit وكيحل الطوموبيله ديالو بحال هذاك اللي كيبيع القهوه عندنا حنا في الطريق وكيبدا يبيع
Sla diallo. Donc, c'est comme quelqu'un qui a une épicerie volante. Vous pouvez chercher sur Google, même des vidéos, etc. Et vous allez voir que Moul Hanout est un pilote, et puis il a un avion, et puis il vend, si vous voulez, en volant des milliers et des milliers de kilomètres. Eh bien, parce que la cible est difficile d'accès. Le segment, lui, qu'il a choisi, ce sont les personnes lointaines. D'accord? Donc, mais c'est un segment. Et les gens attendent cet avion, hein, avec la nourriture, etc., avec leurs commandes, quel jour de la semaine ou du mois, etc. Vous avez la pertinence. Les segments doivent être réellement différents les uns des autres. Pertinents. Hein. Donc, je ne vais pas choisir ou créer un segment difficile d'accès et qui n'est pas pertinent. Et vous avez la faisabilité. Il n'est pas toujours simple pour une entreprise de mettre en pratique ce qu'elle a, si vous voulez, ce qu'elle a étudié en segmentant son marché. Donc, il faut qu'elle fasse preuve de nuance et preuve, si vous voulez, comment dirais-je, d'intelligence. Alors, dernière chose, avant, si vous voulez, de terminer la segmentation, sachez que tout ce que vous allez faire, c'est pour mieux cibler. Et ensuite, on parlera du positionnement. D'accord? Alors, mettez dans votre tête que vous avez les 3 points, analyse, diagnostic, etc. Ensuite, la planification pour avoir une stratégie. Et dans la planification, vous avez la segmentation, le ciblage, le positionnement. Maintenant, on est dans le ciblage. Nous le verrons jeudi prochain et nous terminerons avec le ciblage, avec le positionnement, pour justement passer à l'action, c'est-à-dire essayer d'appliquer en quelque sorte tout ce que vous connaissez sur le marketing, au niveau prix, au niveau produit, au niveau design, etc., sur votre offre globale. Voilà. Alors donc, jeudi prochain, nous terminerons cela et nous ferons, peut-être je vais enlever quelque chose de la dernière séance, et je vous envoie les 2 slides, les 2 cours, 9 et 10, je crois, séparément, et je vous recommande de lire à partir du ciblage jusqu'à la fin. Comme ça, nous le ferons beaucoup plus rapidement jeudi prochain. Je vous souhaite une bonne journée et puis à jeudi, Inch'Allah. Monsieur, excuse-moi. Merci, monsieur. Oui, Une question, s'il vous plaît. Pour le semestre 6, pour ces semaines, l'encadrement des PFE, les listes des PFE, elles sont envoyées, mais cette année, elles sont trop tard. Il y a un encadrement cette année ou pas? Beaucoup d'étudiants me interrogent. Ça, c'est une question en dehors du cours. Hein. Alors, donc, Oui, je vous réponds. Oui,